Bien, bonjour à tous. Alors, voici donc une vidéo sur la deuxième partie du mémoire d'Adrien, Various Multiplex Multiformis, laquelle partie donc va de la page 39 à la page 106. Je rappelle qu'il s'agit de parcourir l'œuvre tout entière et particulièrement donc de faire dans ce parcours un certain nombre de remarques à la fois sur le contenu et la succession des contenus pour en comprendre la cohérence et sur un certain nombre d'éléments qui permettent de nourrir une réflexion dissertative, donc une dissertation par la suite. Et du reste aussi, il s'agit d'avoir prise sur l'explication de texte de manière à comprendre comment les deux textes ou trois textes qui seront proposés s'inscrivent dans l'économie de cette partie-là et donc dans l'économie de l'œuvre. Alors d'abord, commençons par un bilan rapide de la partie précédente sur laquelle il y a eu une vidéo. La partie donc précédente est une partie de préparation dans laquelle le narrateur-scripteur fait un survol de son parcours à la suite d'un déclenchement de son propos par le biais d'une crise corporelle puisqu'il est malade, et cette crise donc lui donne l'occasion d'écrire une espèce de testament intellectuel et politique à destination de Marc Aurèle qui deviendra empereur par la suite. La deuxième, donc cette première partie, par le bilan et par le survol qu'elle nous propose, se concentre notamment sur tout ce que l'empereur a dû abandonner comme plaisir, mais aussi il s'agit d'une réflexion plus profonde sur la vie, sur l'être humain qu'il est, et sur l'être humain et sur les êtres humains qui l'entourent, et sur la difficulté de son entreprise, celle qui commence à voir le jour au fil de cette effectivement, bien sûr, au fil de cette première partie, entreprise donc d'écriture, pour laquelle il évoque la difficulté à la fois de faire son propre portrait et de connaître les hommes, ce qui finalement est la même difficulté, et difficulté de les connaître avec donc dans le deuxième chapitre de la première partie, cette évocation de toutes les raisons de cette difficulté. J'ai fait un arrêt particulièrement important sur ce passage métaphorique, le paysage de mes jours, dans cette première partie. J'insiste aussi à la fin de cette vidéo sur le fait que il est important de retenir un élément absolument essentiel de ce qu'on appelle donc le style Togé. Je ferai 10 minutes sur ce style Togé pour que vous vous aidiez à faire une fiche. Ce qui caractérise l'écriture d'Adrien telle que Marguerite Yourcenar la pense et la construit, c'est la succession du propos narré, du propos raconté et du propos discursif. Il y a systématiquement, de la part d'Adrien, un développement, une expansion, une amplification d'ordre argumentatif ou explicatif, d'ordre explicatif ou argumentatif, et cette succession de cette forme énonciative que prend le propos est caractéristique de ce qu'on appelle le style Togé, donc ce style dont l'objectif n'est pas d'être un sermo quotidianus, un discours de la vie courante dans lequel on raconterait des anecdotes, mais bien une entrée dans la profondeur de l'existence, une entrée dans le sens de cette existence, de ce trajet d'empereur, et dans le sens de la vie humaine telle que ce trajet d'empereur lui a permis de le comprendre. Donc il faut retenir ça dans la mesure où finalement ce qui va nous importer le plus, enfin un des éléments essentiels à bien comprendre, c'est qu'il y a ici un double Adrien, l'Adrien scripteur-narrateur vieillissant et l'Adrien qui est un personnage dans cette fiction autobiographique, et c'est par la relation entre les deux, soit une relation de fusion dans quelques passages,
lorsqu'il revit l'émotion d'un passage, d'une anecdote particulière, soit au contraire une sortie de la sympathie, une distanciation, une fusion opposée à une distanciation possible aussi dans d'autres passages, dans laquelle le personnage vieillissant commente à distance, juge ses actions et propose des interprétations qui sont un petit peu différentes de celles que traduisent son action au moment du vécu. Donc c'est cette double possibilité, fusion ou distanciation, qui est importante à retenir au fil de l'œuvre, à partir de cette deuxième partie, et du reste même à partir de la première, puisqu'on voit bien que la distanciation est tout à fait évidente, il est vieillissant, il insiste, il ne fait qu'un survol de sa propre vie. Et deuxième élément important sur lequel je n'insisterai jamais assez, c'est que Adrien est un scripteur fictif, et que derrière cet Adrien, évidemment, il faut aussi, troisième niveau donc énonciatif, troisième scène énonciative, comme on dit, il y a aussi la figure de l'auteur elle-même, Marguerite Yourcenar, puisque nous retrouvons un certain nombre de ses préoccupations, telles qu'elles s'apparaissent dans le reste de son œuvre. Je vous ai distribué cet article excellent sur la biographie de Marguerite Yourcenar telle qu'elle peut être lu à travers aussi l'œuvre, et donc il faut le retenir. Et puis surtout, on le doit notamment à Rémy Poignot, qui a fait des recherches sur Adrien et sur le rôle essentiel de la guerre et de la paix dans l'œuvre. Je ferai sans doute d'ailleurs un élément là-dessus. On voit que derrière cette opposition thématique, guerre et paix, avec un clin d'œil à Tolstoï, puisque c'est le titre d'un roman de Tolstoï. Derrière cette opposition thématique, donc, il y a, de la part de Rémy Poignot, j'essaierai de vous parler un petit peu plus de ce passage dans son article, une affirmation, et j'ai essayé de le démontrer en cours, d'une lecture moderne possible, volontairement introduite dans l'œuvre par Marguerite Yourcenar, puisqu'un certain nombre de ces passages sur la guerre font écho évidemment à une lecture moderne possible de la part du lecteur, donc lorsqu'il est question de la guerre contre les Sarmates et des atrocités romaines, lorsqu'il est question de la guerre entre les Juifs et des oppositions entre les Arabes et les Juifs sur le territoire d'Israël, ou en tout cas aux alentours du territoire d'Israël, évidemment, qui font écho aux guerres israélo-palestiniennes pendant la période, au cours de la période dans laquelle Marguerite Yourcenar a écrit, composé Mémoire d'Adrien. Donc retenir d'abord, dans un premier temps, ces deux éléments, cette double scène énonciative, Adrien personnage, Adrien narrateur-scripteur, et cette troisième scène énonciative, entre guillemets, implicite, celle-ci, qui est celle de Marguerite Yourcenar, auteur du XXe siècle, laquelle donne un certain nombre d'impulsions dans son œuvre qui sont liées, en l'occurrence, à l'histoire du XXe siècle. J'y reviendrai plus précisément par la suite. Alors, donc, la deuxième partie, Varius Multiplex Multiformis, fait apparaître un titre latin qui est marqué par l'isotopie de la multiplicité, multiplex, multiformis, on voit le préfixe multi utilisé à deux reprises, et puis varius qui relève de la même isotopie. C'est l'idée d'une multiplicité de formes et de l'impossibilité, puisque c'est le propos d'Adrien lui-même, de l'impossibilité à faire un portrait unique de l'homme qu'il est, et en plus évidemment des hommes qui l'entourent, et c'est cette complexité et cette difficulté qui va nourrir sa réflexion dans cette partie. Nous en parlerons ensuite. Du point de vue chronologique, cette partie donc commence à la naissance, et même un petit peu avant, d'Adrien, puisqu'il est question de son grand-père et de son père, et va jusqu'à ses 41 ans, autrement dit, au moment où Trajan meurt et où
Adrien, c'est à la fin de Varius Multiplex Multiformis, Adrien apprend qu'il devient empereur, par l'intercession de Plotine en l'occurrence. C'est donc la période qui est préparatoire à son accès au poste d'empereur, et c'est dans cette partie-là particulièrement que nous allons avoir affaire au fameux cursus honorum. Je vous renvoie à la portion de l'ouvrage des Polia dont j'ai parlé. Cursus honorum, donc le cours, le cheminement dans les honneurs, dans les postes honorifiques ouverts à la classe sénatoriale ou à la classe équestre, en l'occurrence ici c'est la classe sénatoriale pour Adrien, pour devenir empereur. Alors c'est précisément ce cursus honorum sur lequel s'appuie ici Marguerite Yourcenar et qu'elle retrace pour structurer toute cette partie qui est absolument essentielle, Tello Stabilita, et les parties suivantes en revanche, portant sur l'exercice du pouvoir par Adrien devenu empereur. Alors nous avions vu dans la première partie combien Adrien avait insisté sur ses abandons et l'essai de l'austérité, et nous verrons combien cela va avoir de l'importance concernant ces réformes de l'armée, et particulièrement la mise en place de la discipline auguste, page 80-81, et combien aussi c'est un être qui réfléchit, qui a lu et qui a son avis propre et qui va à la fois utiliser les institutions romaines et les respecter et les faire respecter, mais en même temps réformer Rome, et c'est son action précisément à travers notamment l'idée d'un monde pacifié, la fameuse Pax Romana dont on parle dans ce siècle, dans ce deuxième siècle après Jésus-Christ, Pax Romana donc, qui donne aussi l'occasion à Adrien vieillissant d'évoquer la question de l'exercice du pouvoir et du problème très romain de la tyrannie, de l'abus de pouvoir et de la concentration extrême du pouvoir, qui est un problème important. Et derrière donc, pourquoi j'insiste là-dessus, avant de faire le détail des éléments de cette partie, parce que précisément il y a, comme je l'ai dit en cours, derrière cette série d'allusions de la part de Marguerite Yourcenar cette fois-ci, une allusion au genre du miroir du prince, qui est un genre, donc, comme je l'ai dit en cours, médiéval, qui était un ouvrage moral et politique écrit par les conseillers des princes, donc des souverains, prince au sens de princeps, le souverain en latin, et ces ouvrages donc étaient des mises en perspective de l'exercice du pouvoir par rapport au bien de tous, par rapport à la puissance d'une lignée et à la puissance d'une nation, entre guillemets, et ici, la mission de gouverner, qui est un élément essentiel, et l'exercice du pouvoir, comme pour tout le reste, font l'objet non seulement d'une narration, la narration concernant ces éléments qui l'ont amené à exercer son pouvoir, ou en tout cas à devenir empereur à chacune de ces étapes, mais aussi, en dehors des faits eux-mêmes, une réaction, une rétroaction sur son propre pouvoir, se regardant comme un autre, soi-même comme un autre, et réfléchissant sur son exercice du pouvoir à la fin de sa vie, d'autant plus que, je vous le rappelle, il s'adresse en effet à Marc Aurèle, donc on comprend fort bien pourquoi il y a rétroaction vis-à-vis de ce qu'il a vécu et vis-à-vis de ce qu'il a fait, et une espèce de solde de tout compte, pour utiliser une expression de la comptabilité, de manière à faire le bilan de son action. Donc voilà pour les éléments essentiels de ce parcours et des éléments qui permettent déjà de bien le comprendre et de bien comprendre le sens de cette partie. Alors cette partie est découpée en 8 chapitres que je vais poursuivre au fur et à mesure, et je vais essayer de ne pas trop dépasser le temps. J'ai déjà passé presque un quart d'heure. D'abord, vous donnant quelques indications purement historiques et purement chronologiques.
puisque cette partie est marquée par la mort de Domitien, Nerva et Trajan successivement au fil des parties, et donc il s'agit de ces trois prédécesseurs, et donc replacer dans le temps réel, dans le temps chronologique, la mort de ces trois empereurs. Alors Domitien a exercé le pouvoir de 81 à 96, Adrien à la mort de Domitien à 20 ans, la mort de Domitien qui arrive au chapitre 2. Ensuite, Nerva a pris le pouvoir de 96 à 98, ça a duré peu de temps, comme le dit d'ailleurs Adrien lui-même en racontant l'histoire. Et Adrien donc a 22 ans à la mort de Nerva. Enfin, Trajan, le cousin germain d'Adrien, prend le pouvoir en 98 jusqu'à 117, et Adrien a 41 ans à la mort de Trajan. Cette section donc commence à la naissance, comme je l'ai dit, d'Adrien, une naissance au cours de laquelle notamment il s'intéresse moins à sa vie familiale en tant que telle. Donc là, on est quand même très très proche des mémoires plus que de l'autobiographie. On voit bien qu'il ne donne pas de détails sur son enfance, ou très peu, ou en tout cas pas de détails très développés comme ce serait le cas dans les autobiographies contemporaine de l'écriture en mémoire d'Adrien. Mais en revanche, il insiste beaucoup sur ses origines familiales. Il fait un portrait de son grand-père puis de son père, et il insiste aussi, de façon évidemment particulièrement significative, sur ses études et sur ce qu'il a retenu de ses lectures, des exercices rhétoriques. C'est là qu'il commence à parler précisément des rôles qu'il est amené à prendre en faisant ces exercices rhétoriques, puisque ce sont des exercices de réécriture. Et il dit, page 44, « Je me sentis Proté », Proté qui est un dieu qui a le pouvoir de prendre plusieurs formes différentes. Donc ça revient précisément à l'isotopie lancée par le titre, Varius multiplex multiformis, par les exercices rhétoriques, en réécrivant les autres, je me sentis Proté. Et on se souvient évidemment, si on a bien lu l'œuvre, que c'est aussi une isotopie qui va être reprise, page 69, lorsque Adrien raconte comment, étant devenu curateur des actes du Sénat, il est amené à écrire des discours pour Trajan, et qu'au cours de ces discours qu'il écrit, il joue le rôle de Trajan, et ces discours vont être considérés par d'autres comme très typiques de Trajan, alors même que c'est Adrien qui les a écrits. Et c'est au cours de cette période qu'il se présente dans un motif particulièrement significatif pour nous, en face d'un miroir, en train de prononcer les 10 discours et en train de jouer le rôle, plutôt d'apprendre le rôle d'empereur et de prendre les bonnes inflexions. Donc ces études et cette partie concernant les études est à retenir à la fois comme un socle concernant la culture antique, évidemment de l'honnête homme, et aussi comme relevant de cette première étape, entre guillemets, dans la construction de soi-même comme un autre, et dans l'intégration de l'autre pour se construire soi-même. Arrive dans le deuxième chapitre la mort de Domitien, donc c'est pages 55 à 59, et cette mort de Domitien est l'occasion pour Adrien de commencer à évoquer cette mission de gouverner. On voit par exemple, page 56, des éléments concernant sa vision du patriotisme romain. Donc le patriotisme romain, l'inébranlable croyance dans les bienfaits de notre autorité et la mission de Rome de gouverner les peuples, prenait chez ces hommes de métier des formes brutales, il parle de l'armée, dont je n'avais pas encore l'habitude. Et Adrien, donc, qui évoque ses voyages en tant que membre de l'armée, le rôle essentiel de ses voyages et de sa découverte d'autres mondes dans cette partie-là. Il insiste aussi donc, sur cette mission de gouverner dans ce passage, page 57 à 59 notamment.
Dans le troisième chapitre est évoquée immédiatement la mort de Nerva et l'expédition contre les Daces. Donc c'est la première évocation d'une guerre longue et douloureuse, à la fois pour les Daces et pour Adrien, considérant que c'était une guerre extrêmement violente, page 60 à 67, et c'est la première évocation de la politique de conquête de Trajan qui voit un début d'opposition entre Trajan et Adrien qui reste malgré tout très intéressé par la vie de l'armée, mais enfin qui commence à considérer que ces guerres agressives et que ces conquêtes agressives ne sont pas très utiles. Il évoque aussi la simplicité de la vie à l'armée, c'est celle précisément à laquelle il reviendra au moment où il parlera de la discipline auguste. Et cette première partie se termine par un élément très important du point de vue symbolique, c'est le cadeau fait par Trajan en fin de troisième chapitre, page 67, de l'anneau de diamant qu'il tenait de Nerva, donc anneau particulièrement symbolique, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'une légation, d'un héritage politique, symbolique, fait de Trajan vers Adrien, et sachant que la succession Trajan-Adrien va être contestée par la suite, et il estimera Adrien lui-même que l'intercession de Plotine sera absolument essentielle de ce point de vue-là. Donc l'existence de cet anneau de Nerva et son acquisition par Adrien est datée donc de cette époque-là et particulièrement symbolique parce qu'elle justifie aussi la position d'Adrien. Le quatrième chapitre évoque le second séjour à Rome d'Adrien et l'acquisition d'un style, donc il évoque sa métamorphose intérieure et donc il apprend le rôle d'empereur devant un miroir. Là, je vous renvoie à la page 69 et à la page 70, qui sont particulièrement importantes de ce point de vue-là. Et c'est donc ce stade du miroir qui va être absolument essentiel dans sa constitution. Au chapitre 5, il évoque ses relations avec les femmes, avec les patriciennes, avec lesquelles il a eu quelques relations, et c'est ce qui lui donne l'occasion de parler des mœurs romaines et des siennes aussi. Et au chapitre 6 est évoquée cette fois-ci la guerre avec les Sarmates. C'est le moment du triomphe de Trajan au sujet des guerres de Dacie. Triomphe dacique donc qui correspond précisément aux institutions romaines. Là aussi je vous renvoie au Polia. Et nouvelle guerre cette fois-ci. Les horreurs sont encore plus évidentes et dénoncé par Adrien vieillissant, qui commence à donc évoquer la mise en place à la fois de la discipline auguste, page 80-81, cette discipline qui est en fait une réforme de l'armée vers plus d'austérité et plus d'efficacité, l'armée qui est censée, ici, aux yeux d'Adrien en tout cas, se ramollir dans les plaisirs, et c'est aussi le début d'une prise de distance du jeune Adrien, du militaire, donc du militaire qui est devenu ici général, vis-à-vis donc de cette politique agressive. Et précisément, cette prise de distance est confirmée au chapitre 7, donc au chapitre suivant, page 83, au moment du consulat donc d'Adrien, puisqu'il évoque dans ces passages-là l'art de gouverner de manière plus pacifique, donc l'évocation ici de la Pax Romana, qui deviendra de ce qui est connu en tout cas comme la Pax Romana à cette époque-là. Et il évoque aussi un élément particulièrement important parce que ça fait écho évidemment avec l'évocation de ses lectures en tant que
en tant que écolier, entre guillemets, écolier et étudiant, le rôle essentiel de l'hellénisation dans sa vision de la Pax Romana. Il y a un très très beau passage à retenir. J'entrevoyais la possibilité d'helléniser les barbares, d'atticiser Rome, d'imposer doucement au monde la seule culture qui se soit un jour séparée du monstrueux, de l'informe, de l'immobile, qui ait inventé une définition de la méthode, une théorie de la politique et de la beauté. Donc, rôle essentiel de l'hellénisation, dont il reprendra évidemment les grands aspects au moment de la découverte d'Antinoüs, ce jeune grec précisément, et qui tient une place particulièrement importante dans son système, dans ce système d'une espèce de pensée politique à la fois machiavélienne et idéaliste, des deux, dans ce passage. Ou enfin au chapitre 8, chapitre très important puisqu'il relance précisément la carrière d'Adrien, c'est le récit de la maladie puis de la mort de Trajan et un certain nombre de doutes d'Adrien pendant l'expédition en Arménie, première attaque contre les Parthes et il s'agit de soumettre l'Asie, et Adrien, lui, prend des décisions qui s'opposent à ce qu'avait exigé de lui Trajan, et Adrien, qui ne partage pas la vision de Trajan, décide de lancer des pourparlers avec Osroès. Donc c'est le passage particulièrement important dans lequel il y a une rupture d'Adrien vis-à-vis de la politique lancée par l'empereur vieillissant, et rupture dont on sait qu'elle fait suite à des doutes multipliés au cours de cette période. Donc on a ici encore une fois confirmation de cette cohérence de cette partie. Adrien donc qui impose sa vision personnelle sur la politique agressive, mais qui pour autant, tout en recherchant la paix, n'est pas un naïf, hein, ça n'est pas un candide. Il y a aussi dans cette première partie quelque chose de très important qui est le calcul de sa part. Il insiste sur la fin et les moyens, hein, la fameuse phrase de Machiavel. On pouvait pas, je m'intéressais davantage à la fin, je recherche le passage, voilà, page 105, mais il faut bien avouer que la fin ici n'importait plus que les moyens. L'essentiel est que l'homme arrivé au pouvoir ait prouvé par la suite qu'il méritait de l'exercer. Donc, un homme qui, malgré tout, âgé de plus de 40 ans, et qui arrive à ses 41 ans, est conscient du rôle des symboles d'un point de vue politique, et que l'exercice de la force, c'est ce qui va confirmer dans la partie Tellus Stabilita que cet exercice de la force est absolument essentiel, en tout cas selon sa vision de Romain. Alors, pour faire donc le bilan de ce que j'ai vu, je vais d'abord indiquer de quelle façon on peut voir et où exactement on peut avoir confirmation des étapes du cursus honorum. Eh bien, d'abord, Adrien indique, page 69, qu'il est curateur des actes du Sénat, autrement dit, il est questeur, hein, c'est en 101, pour la date qui n'apparaît pas dans le texte, mais qui est la date chronologique. Les guerres contre les Sarmates ensuite, avec le triomphe dacique de Trajan, ces guerres contre les Sarmates qui sont évoquées au chapitre 6, et dans ces guerres contre les Sarmates, dans la suite de ces guerres contre les Sarmates, donc Trajan nomme Adrien gouverneur de Pannonie et général en chef, page 79. Enfin, il est nommé consul, page 83, c'est en 108. Et à l'occasion, j'oubliais un élément, c'est l'élément évidemment de la discipline auguste dont j'avais parlé tout à l'heure au moment où il était général en chef. On y commence à évoquer cette réforme. Consul, donc, page 83. Gouverneur en Syrie, page 89, c'est en 117 en l'occurrence. Page 95, il évoque l'importance de Plotine dans la succession, dans l'adoption et la succession politique entre Trajan et son cousin germain Adrien. Page 95 donc, et il évoque toujours dans le rôle essentiel, dans son rôle individuel en tant que futur empereur, puisque ça va être un élément essentiel pour la Pax Romana notamment, les pourparlers secrets avec Osroès, qui était roi des Parthes, qui est un personnage historique, page 101 donc.
Enfin, il évoque Trajan mourant, je viens de parler du passage, à la fin de Tellus Stabilita, avec le testament qui fait d'Adrien l'héritier du pouvoir. J'ai oublié la page 1, désolé, donc j'inverse les choses, mais il était tribun militaire à la page 46, c'était en 94, juge au tribunal, page 49, en 95, mort de Domitien, donc page 55, en 96, c'est Nerva qui devient empereur, il adopte Trajan, on l'apprend aussi, page 55. Adrien est transféré dans la 5e légion macédonique. Il fait des campagnes militaires avec Trajan en page 60, mort de Nerva en page 60 aussi, c'est en 98. Trajan nomme Adrien tribun de la 2e légion fidèle, autrement dit officier, un tribun militaire ici, page 61. Là aussi je vous renvoie aux éléments donnés par les polias dans l'organisation de l'armée, le rôle essentiel de tribun militaire pour les gens qui viennent de la classe plutôt sénatoriale ou équestre. Se pose la question de la confiance vis-à-vis entre Nerva et Adrien, et l'expédition contre les Daces, page 62, donc, avec les objections naissantes du futur empereur à la politique donc, de Trajan, qui donne lieu par la suite à la mise en cause de Trajan. Et donc, ce que j'avais commencé tout à l'heure, Castor, la guerre contre les Sarmates, triomphe d'Assique, ainsi de suite, qui vient par la suite. Donc, on voit bien, de façon tout à fait évidente, j'essaierai tout de même de vous scanner mes quelques notes pour que vous ayez des éléments plus que ce que je dis un petit peu rapidement ici. On voit bien que, de toute évidence, Marguerite Yourcenar non seulement s'appuie sur ce cursus honorum, mais en fait un élément essentiel de la dynamique historique et narrative de ce passage, avec un élément essentiel aussi concernant notre analyse, c'est la vision personnelle, le refus de la politique agressive pour la politique agressive et le recherche de la paix, avec une réforme d'une certaine manière de la vision de l'Empire romain, qui devient un empire qui s'impose plus culturellement, et Rémy Poignot, dont je parlais tout à l'heure, a bien compris, et il l'a d'ailleurs vu tout simplement dans un ouvrage de fin de vie de Marguerite Yourcenar elle-même, Les yeux ouverts. Elle dit elle-même que les parallèles entre l'Empire romain et l'Empire américain lui apparaissaient tellement évidents qu'elle a voulu les mettre en valeur, hein, on a bien vu, et c'est l'un des éléments ici de mise en exergue de ce parallèle entre Rome et les États-Unis qui s'appuie sur les événements historiques. Deuxièmement, on a aussi un refus des excès de la vie romaine, dont on reprend les éléments de la première partie, puisqu'on a vu qu'il y avait une critique de ces excès de table de la vie romaine dans la première partie. Ici, ce sont les excès et les excès dans l'armée particulièrement, qui donneront lieu à la discipline Auguste, donc, dans Tellus Stabilita. Enfin, le jeu sur le rôle, hein, le fameux théâtre du monde, avec cette fois-ci un jeune homme qui n'est pas encore empereur, mais qui est appelé à être empereur. On se souvient qu'au début de Varius Multiplex Multiformis, le grand-père d'Adrien, c'est apparemment d'ailleurs un élément historique, en tout cas c'est raconté par Dion Cassius dans l'histoire Auguste. Son grand-père donc lui annonce, lui prédit, lui qui regardait les astres, qui se trouvait astrologue, lui prédit donc qu'il deviendra empereur, et même si le jeune homme ne s'y intéresse pas, évidemment, le fait que le scripteur lui évoque ce passage est important, et donc il joue son rôle même, puisqu'il apprend à devenir empereur, puisqu'il apprend à devenir d'autres personnes. Il y a tout un très très beau passage sur la multiplication des personnages qui sont en lui-même, qui devient une espèce de grande assemblée de personnages différents. Et évidemment, derrière ces éléments, il y a aussi la question de la constitution d'identité et la difficulté du portrait. Donc voilà pour ce qui concerne cette première partie, hein, qui est riche, mais on en voit la structuration de manière évidente lorsqu'on l'a parcouru rapidement, et je vous invite d'ailleurs à la relire, ou en tout cas à la reparcourir, pour avoir un certain nombre d'éléments très précis concernant des dates historiques, hein, puisque ça ce sera, à mon avis,
très fortement valorisé dans une dissertation sur Hadrien parce que ce sont des éléments difficiles à maîtriser, mais lorsque ça a été préparé, c'est plus facile, on a une idée beaucoup plus précise et c'est bien de maîtriser une œuvre de cette manière-là. Ça nourrit fortement une réflexion dissertative et il faut que vous travaillez, c'est pourquoi je vous fais ces parties-là d'ailleurs, à les maîtriser davantage. Voilà, j'ai un petit peu dépassé la demi-heure, mais j'ai fait à peu près ce que je voulais faire. J'espère que ça vous va, j'espère que c'est pas trop désorganisé. Désolé pour mes notes concernant le cursus honorum, j'essaierai de vous les mettre pour vous les remettre à l'endroit. Je ne refais pas mon enregistrement, hein, je continue à le faire de but en blanc, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en cours si vous êtes mes élèves, ou alors sur YouTube, donc si vous ne l'êtes pas, et je me ferai un plaisir de faire quelques petites reprises. Je vous ai annoncé, et je vais le faire, d'abord évidemment, que je vais faire la même chose pour les autres passages, Caldo Stabilitas, Equum Reum, et ainsi de suite, et je ferai aussi 10 minutes sur le style Togé, pour être bien précis, sur ce qu'on entend par le style Togé, et sur ce qu'on peut aller chercher, comme sur la fiche que vous pourriez composer ou commencer à composer à partir de cette notion qui sera fortement valorisée dans la dissertation là aussi, donc il faut la retenir. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, j'espère que je suis clair et que tout ceci vous aide. À bientôt.